Daisy, what's your Christmas wish? I wish that Luna was a real puppy. Le saviez-vous, au Québec, 500 000 animaux domestiques sont abandonnés à chaque année. Pour faire face à ce nombre astronomique de petits amis rejetés, les refuges n'ont pas le choix d'euthanasier 80% d'entre eux. On compte donc 400 000 carcasses d'animaux dans les poubelles. Pour avoir une meilleure idée de l'ampleur de cet enjeu, seulement un animal sur 5 qui est adopté au Québec restera dans sa famille d'accueil initiale et aura une belle vie sans se rendre dans un refuge ou encore pire, se faire abandonner et mourir. Nous devrions nous poser les questions suivantes. À qui va la responsabilité de l'ampleur de ce phénomène? Et qui peut faire une différence par rapport à cet enjeu qui est un problème majeur? L'État a définitivement un rôle important à jouer dans cette histoire. Un petit fait saillant pour commencer, en 2015, le Québec a été classé avant-dernier par l'organisme Animal Legal Defense Fund pour ce qui est des lois provinciales sur la protection des animaux, et ce pour 4 années consécutives. Un manque d'intérêt de la part de ce joueur encourage, entre autres, les propriétaires d'immeubles à refuser les locataires ayant des animaux et augmenter le phénomène de l'abandon dans les domiciles. Décortiquons ce phénomène. La période de déménagement a toujours été une période très dure pour les refuges, surtout pour la SPCA qui est la partie prenante la plus touchée par ce problème. Au Québec, seulement 4,2% des propriétaires acceptent des locataires avec des chiens ou des chats. En conséquence, sans compter tous les refuges qui accueillent des animaux au Québec, la SPCA de Montréal accueille environ 1600 animaux durant cette période, ce qui représente presque 3 fois plus que le nombre habituel qui est de 600 par mois. Le plus triste dans tout ça, c'est que ceux-ci pourraient être considérés comme étant chanceux à comparer au nombre de chats et de chiens qui sont tout simplement laissés derrière dans un appartement vide ou bien jetés dans la rue. Les déménagements représentent donc une partie importante du problème des abandons parce que justement, dans le Code civil, il est permis aux propriétaires d'immeubles de refuser les propriétaires d'animaux. Cette situation limite les possibilités de logement des gens avec des restrictions budgétaires, ce qui les force ultimement à choisir l'abandon. Mais pourquoi parler de l'abandon? Et en quoi cela contribue à la surpopulation? Pour comprendre pourquoi l'abandon contribue à la surpopulation, il faut tout d'abord aller vers la source centrale de cet enjeu, l'élevage. Cet ensemble d'entreprises clandestines est au centre du problème. Au Québec, il existe environ 1500 à 1800 usines à chiots où environ 400 000 chiots naissent à chaque année. C'est un marché qui est toujours en demande. Or, être un éleveur, c'est un rêve devenu une réalité pour certains. Dépendamment de l'espèce élevée, chaque portée peut compter jusqu'à 10 nourrissons. Les chiots, par exemple, se vendent en 200 à 1000 individuellement. Et il est dit que si un éleveur possède 13 femelles et un mâle, il est en mesure de produire 100 chiots par année. Nous parlons ici d'un petit 40 000 de revenus supplémentaires si on les vendait à seulement 400 $ chaque. Et curieusement, le Québec est aussi la seule province où les lois sur l'élevage massif sont inexistantes comparativement aux autres provinces du Canada. Et malgré les quelques lois préexistantes pour réglementer l'élevage des animaux domestiques en général, celles-ci sont loin d'être efficaces. Les éleveurs n'ont besoin que d'un seul permis et ils seront éligibles pour exploiter plusieurs lieux de garde. De plus, les règlements citent que seuls les propriétaires de 15 chats ou chiens et plus doivent se munir d'un permis. Cela n'empêche aucunement les éleveurs à continuer leur production de masse. Pour ceux qui auront 13 femelles et un mâle par exemple, ils n'auront pas à se procurer de permis, mais malgré tout, ils pourront quand même produire environ 100 chiots par année si ce n'est pas plus. Ce qui nous amène à nous demander, à partir de combien de maisons d'élevage par permis, la qualité du contrôle de la part des vérificateurs commence-t-elle à se détériorer? Pour économiser de l'argent, ces lieux sont souvent exploités sans surveillance directe de celui qui a un permis. Dans ce cas, quelle est l'utilité du permis? Le problème de fond, c'est que les lois en vigueur ne sont pas assez strictes et qu'il n'y a pas assez de réglementation, ce que les éleveurs savent très bien. Au détriment du bien-être des animaux qui sont élevés dans ces maisons d'élevage, ils ne cherchent qu'à maximiser leurs profits. En conséquence, certains animaux vont vivre une courte vie où ils ne feront que se reproduire jusqu'au point où ils meurent de fatigue ou de maladie à cause de leur fragilité. Mais si le marché était inexistant, certainement le métier d'éleveur n'aurait pas survécu jusqu'à maintenant. Pourquoi survit-il alors? Selon des recherches sur les comportements d'achat des Québécois, 2 raisons expliquent pourquoi, malgré les controverses, ce métier est toujours si présent. Une étude conduite par des experts sur la mentalité des Québécois au sujet des animaux domestiques
d'ailleurs mentionné et survolé dans le documentaire Nos animaux de la honte, dit premièrement que contrairement aux Ontariens, par exemple, les Québécois préfèrent acheter des animaux en bas âge et qui ne proviennent pas des refuges, car ils croient que ceux-ci ont des problèmes comportementaux. Deuxièmement, l'aspect cute, autant que l'idée d'adopter un animal qui va durer plus longtemps, rentre aussi dans les facteurs décisionnels. D'ailleurs, cette mentalité conservatrice a été très bien représentée lors du débat sur les pitbulls qui a eu lieu à Montréal. Certainement, les tendances irresponsables d'achat très courantes dans les pays du premier monde jouent aussi un rôle dans cette histoire, car elles sont imprégnées dans les habitudes des consommateurs. Certains, pour faire plaisir à leurs enfants autant qu'à un ami ou un membre de la famille, se procurent impulsivement un animal pour ensuite leur offrir comme cadeau. D'autres habitudes telles que le magasinage en ligne, qui a gagné de la popularité au cours de ces quelques années, contribuent aussi à la détérioration de la situation. Le problème ici, c'est que les gens ignorent les vraies responsabilités à prendre lors de l'adoption d'un animal de compagnie, c'est-à-dire temps, espace, argent et amour. Les gens qui désirent avoir un animal ne savent pas toujours ce qui implique le fait de pouvoir subvenir aux besoins des animaux à long terme, c'est-à-dire à tous les jours de leur vie, car ils ne sont pas des biens jetables. Mais comme le but des vendeurs est de faire du profit, certains, voire plusieurs d'entre eux, profitent de ce manque de conscience et de connaissance des consommateurs. En plus de l'État, les éleveurs et les consommateurs, les animaleries ainsi que les vétérinaires partagent également une partie de la responsabilité. Les animaleries contribuent entre autres à la surpopulation car elles font affaire directement avec les éleveurs. Leurs objectifs consistent également à faire du profit. Donc, pour augmenter les ventes, les animaleries, comme toute autre entreprise capitaliste, ont recours à des stratégies de vente pour attirer des clients. Parmi ces stratégies, la plus importante est la vente à petite marge de profit, ce qui incite les consommateurs à acheter, car ils ont l'impression d'avoir fait une très bonne affaire sans savoir les coûts éventuels y afférents. Les vétérinaires contribueraient aussi à ce phénomène pour une très simple raison. En effet, ils proposent des frais beaucoup trop élevés pour certaines personnes qui ont des moyens plus restreints. Lorsque les consommateurs achètent leur animal de compagnie, ces derniers ne prennent pas toujours en considération qu'ils devront probablement un jour consacrer une partie de leur budget pour des frais vétérinaires. Considérant ces frais, certaines familles se voient donc incapables de dépenser de telles sommes ou ne veulent pas dépenser autant d'argent pour leur animal. La conséquence est encore une fois très souvent l'abandon ou l'obligation d'amener l'animal dans un refuge. Pour ce qui est des chats, l'abandon est une solution grave parce qu'en plus d'être laissé à lui-même alors qu'il a été domestiqué, un chat errant se reproduit énormément s'il n'est pas castré. Environ un chat peut engendrer 40 chatons par année. Pour ce qui est d'aller porter un animal en refuge, il est important de savoir qu'un animal qui arrive dans un refuge y restera environ 1 mois s'il n'est pas adopté, et après ce mois, il sera euthanasié. En d'autres mots, ce n'est pas une solution. Pour conclure, voici la vision globale des parties prenantes interreliées jouant un rôle important concernant l'enjeu suivant, la surpopulation des animaux de compagnie abandonnés au Québec. L'État devrait établir des lois strictes pour empêcher les propriétaires d'immeubles de refuser les locataires propriétaires d'animaux de compagnie. L'État pourrait emboîter le pas et prendre exemple sur l'Ontario qui, depuis les années 1990, s'est doté d'une loi qui invalide les clauses d'interdiction d'animaux dans les logements locatifs. Des dépôts plus élevés, mais toutefois raisonnables, pourraient être demandés aux locataires des animaux domestiques afin de protéger les propriétaires des logements. De plus, afin de diminuer l'élevage de masse, les lois devraient être beaucoup plus strictes et il devrait y avoir une augmentation des inspecteurs au MAPAC et à la SPCA qui se nombrent respectivement à 250 et 13 depuis la réforme. L'élevage, cet ensemble d'entreprises clandestines, est au centre de l'enjeu. Ces entreprises prennent avantage de ces lois qui ne sont pas assez strictes et en profitent ainsi pour engendrer un élevage de masse afin de faire du profit et de répondre à la demande des consommateurs qui manquent d'informations et de conscience. Ensuite, les coutumes et le manque de conscience de la société québécoise par rapport à la surconsommation et à l'achat impulsif d'animaux de compagnie auprès d'un éleveur ou d'une animalerie augmentent le taux d'abandon au Québec par rapport aux autres provinces canadiennes. L'une des solutions qui peut diminuer ce fléau est de motiver le consommateur à adopter un animal dans un refuge comme la SPCA et de s'informer de tout ce qui est important lors de l'achat de l'animal. Pour ce qui est des animaleries, il serait important d'adopter une procédure semblable à celle de l'Ontario qui vend uniquement des animaux de refuge dans ce type de magasin. Le rôle des vétérinaires dans cet enjeu pourrait être de mettre sur pied des campagnes de sensibilisation afin de prôner la stérilisation. Au Québec, il y a déjà une semaine internationale de stérilisation animale entre le 21 et le 27 février.
Durant cette semaine, certains centres vétérinaires réduisent leur prix de stérilisation. Il serait important que les propriétaires d'animaux de compagnie soient mis au courant pour faire une différence dans cet enjeu. En somme, toutes ces parties prenantes contribuent à la surpopulation de façon directe et également à l'abandon qui accentue cet enjeu. Le problème de reproduire, c'est que après qu'il reproduit, quand il les vend, il y en a qui meurent plus vite à cause du fait qu'il y a du inceste. Alors, il va mourir plus rapide, ou soit qu'il y a des maladies, par exemple le Wilderby, qui est aussi connu dans ce maladie connu par, sur les chiens et les chats.